Hervé Morin, bienvenue. Bonjour. Député, président, candidat à la présidence de l'UDI, pardon pour le lapsus. Non, mais ça me va bien, pas de problème. Y voyez-vous un gouvernement plus cohérent? Plus cohérent, oui, plus cohérent si on considère qu'Arnaud Montebourg représentait la partie gauche du Parti socialiste. Et ce qui pour moi est important dans cette histoire-là, au-delà des questions d'hommes, parce qu'après le reste, franchement, c'est pas ça le sujet, c'est qu'on a peut-être assisté au commencement d'une césure entre le Parti socialiste, si je puis dire, et le Parti socialiste social-démocrate. Je veux dire par là que nous assistons peut-être à une première reconfiguration du paysage politique français, où enfin une partie du Parti socialiste devient social-démocrate, comme le sont tous les autres partis socialistes européens. Pour parler clairement, le curseur penche un peu plus à droite désormais. C'est ça que vous sous-entendez? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que pendant 20 ans ou 30 ans, on a vécu avec un couvercle qui était issu de 71, où grosso modo tous les socialistes vivaient ensemble et ça leur permettait d'accaparer le pouvoir alternativement avec l'UMP ou le RPR. Et qu'aujourd'hui, Montebourg a pris le lead sur la partie à gauche du Parti socialiste et qu'aujourd'hui émerge, j'allais dire presque officiellement, visiblement, une partie clairement social-démocrate du Parti socialiste qui, je l'imagine, va désormais chercher à prospérer. Alors c'est compliqué parce que le gouvernement est dans une impasse économique, mais je pense qu'il y a là quelque chose de plus fondamental que la nomination, même si c'est votre sujet du soir, de tel ou tel au gouvernement. Sandrine Rousseau, bienvenue. Vous êtes la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas d'écolo dans ce gouvernement? C'est un soulagement? À terme. Bah, c'est un soulagement, c'est dans la continuité de ce qu'on avait fait lors du précédent gouvernement, le fameux Valls 1. On était sorti de ce gouvernement parce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse mettre en œuvre une véritable politique écologique. Bon, ben voilà, le Valls 2 confirme le Valls 1. Là, apparemment, ça s'est joué un peu, puisque ça s'est manifestement décanté en début d'après-midi, puisqu'on disait que des personnalités d'Europe Écologie, François de Rugy, Barbara Pompili, Jean-Vincent Placé, pouvaient éventuellement des gens à qui on propose un poste de ministre, c'est pas complètement simple de dire non. Enfin, vous voyez bien que c'est quand même pas des postes qu'on a tous les jours. Donc, évidemment qu'il y a sans doute eu quelques tentations. Moi, je les remercie vraiment très sincèrement de suivre la ligne du parti parce que justement, on est en cohésion complète et c'est comme ça qu'on est plus fort. Et je pense que là, il y avait aucune ouverture réelle de la part de Manuel Valls. Et d'ailleurs, la composition du gouvernement là le montre bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture. On est au contraire sur un gouvernement de plus en plus refermé. Mais vous ne souhaitez pas la réussite de ce gouvernement? Je souhaite la réussite du gouvernement, mais en restant à l'extérieur. J'attends de voir un peu là, oui. Parce mais en restant à l'extérieur. Les signaux qui sont envoyés pour l'instant ne sont pas extrêmement positifs à nos yeux. Ouais. Ouais. Vous pourriez voter là l'automne prochain le projet de loi de finances 2015? Ça dépend un peu de ce qu'il y a dedans, on va voir. Oui, mais il n'y a aucune certitude à... Il n'y a pas de certitude qu'on vote aucune des lois. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans et on verra à la fin comment nous participons à la réussite de ce gouvernement, parce qu'on souhaite quand même qu'il réussisse, mais sur une ligne un peu différente de celle qu'il a annoncée. Donc ça va être compliqué. Renaud Pilat de TF1 News, notre site d'information ici dans le groupe de TF1. Quels sont les faits saillants de ce remaniement? Déjà, pour moi, deux traits marquants. Premièrement, il gagne évidemment en clarté. On reprochait le débat économique a fait imploser le gouvernement. Là, on a une ligne qui est très claire, notamment l'arrivée principale, c'est Emmanuel Macron, ministre de l'économie et de l'industrie. Les deux, c'est quand même important. Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires, qui a inspiré le programme économique de François Hollande. Donc on est vraiment dans la droite ligne. Il y a eu 2 ans de perdu, effectivement. On est dans la droite ligne de... C'est pas fait pour nous rassurer quand vous avez le type qui a inspiré le programme de François Hollande, qui nous a amenés dans un tel climat de défiance où globalement tous les acteurs économiques sont l'arme au pied. Ça vous avait pas échappé qu'il avait quitté l'Élysée. Oui, d'accord. S'il revient, c'est peut-être un signe. Oui, mais ce basculement s'il revient, c'est peut-être un signe. Oui, mais le signe, il a quand même été à l'Élysée. Il a quand même été à l'Élysée avec les conneries comme l'impôt à 75% et des bricoles du même ordre. Il ne devait pas être favorable à tout, mais il n'était pas Premier ministre ou Président. Il n'était que conseiller. Oui, enfin maintenant il est que ministre. Donc, il est ministre de l'économie et de l'industrie. C'est quand même plus que conseiller à l'Élysée. Je suis pas convaincu, pas toujours. La clarté. En revanche, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, un rétrécissement de l'espace politique, puisque Manuel Valls a essayé
depuis hier de faire quelque chose de ce psychodrame en essayant d'attirer quelques personnalités écologistes ou d'autres personnalités. On voit qu'il n'y est pas arrivé. Il y a eu une pression très forte, je crois savoir, de la direction de Europe Écologie toute l'après-midi qui aurait tiré au bazooka ce soir sur ceux qui étaient rentrés. Donc, vrai ou faux, Sandrine Rousseau? Nous avons été en dialogue permanent, oui, et voilà. des fois traduction, une pression maximale. Des fois en dialogue un peu viril, traduction, mais, une pression maximale. Là, c'est quand même important qu'on soit on montre quand même là qu'on est dans une maturité réelle. Je veux dire, on dit souvent des écologistes qu'ils voguent en fonction du vent, etc. Là, on est dans une maturité réelle. Vraiment, je remercie vraiment très chaleureusement ceux qui ont eu plein de coups de téléphone et qui ont refusé. Vous étiez combien à recevoir des coups de téléphone? Ah bah, je suis pas dans les trois que j'ai cités. Au moins ces trois-là, oui, ça c'est sûr. Au moins trois. François de Rugy, Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. Les écologistes, c'était bon à prendre. Donc, à mon avis, ils ont dû être beaucoup plus nombreux à être appelés. Mais je trouve que honnêtement, c'est un bel exercice dans une formation politique qui a tendance à se déchirer, qu'elle ait été capable de maintenir l'unité face à la pression que représente pour les uns ou pour les autres d'avoir une expérience municipale, parce qu'en vérité, vous faites de la politique pendant des années et votre chance d'exercer une fonction exécutive est quand même relativement rare et ça n'arrive pas souvent. Et les centristes, vous avez été ministre à titre personnel. Mais non, pourquoi... on n'a pas été sollicité. Non, on n'a pas été sollicité, c'est ça que je voulais vous dire. Pas du tout. Il n'y a pas eu d'appel du pied. Pour ma part. Et honnêtement, vous voyez... Il y a eu des appels du pied, je crois. Il y a eu des appels du pied du côté de Jean-Louis Borloo, il y en a eu. Il y a eu un go-between par Jean-Louis Borloo. Il y en a eu. Je ne sais pas. Mais il y en a eu. Si, vous ne pas le dire. Pourquoi ça n'a pas marché alors? Mais attendez, attendez. Non mais il y a deux sujets. La première, vous allez quand même tout de même pas monter sur le Titanic quand il est en train de couler, premier temps, titre personnel, quand vous êtes éventuellement intéressé. Puis deuxièmement, plus profondément, vous décidez vous prenez acte que le Parti socialiste devient au moins un parti social-démocrate, qu'il y ait éventuellement une reconstruction politique du paysage politique. Mais ça se fait pas comme ça en cours de mandat. Ça se fait devant les Français, après un suffrage universel, où vous construisez une nouvelle majorité d'idées, avec un projet politique, et ensuite, dans ce projet politique, vous avez une majorité à l'Assemblée pour le soutenir. Mais ça se fait pas en cours de mandat avec un ou deux types qui deviennent... On voit bien qu'il y a un ajustement de la politique. Oui, mais il n'y a pas d'ajustement de rien. Une politique de la crise économique. Que nous soyons éventuellement, comme nous l'avons toujours été dans l'opposition constructive, et qu'à telle ou telle occasion, nous votions un texte parce que nous estimons que ce texte va dans le bon sens. Mais une politique de l'offre, excusez-moi, c'est pas simplement la réduction des charges sociales, c'est l'assouplissement du droit du travail, c'est une politique fiscale en faveur de l'investissement, c'est une politique de libération de l'initiative et de l'économie, c'est-à-dire, grosso modo, le contraire de ce qui a été fait depuis 2 ans à travers une multiplication des textes. L'allègement de charges pour les entreprises et la réduction des déficits, vous êtes pour, moi, je suis vous pour approuvez. Les 39 heures. Est-ce que M. Hollande est pour les 39 heures? Non, moi je suis pour les 39 heures. Chacun est dans la surenchère. Non, je ne suis pas dans la surenchère. Ça fait des années que je défends la même idée. Je suis pour les 39 heures avec une baisse des cotisations sociales salariales pour redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que les socialistes sont là-dessus? Non. Est-ce que les socialistes sont pour une politique fiscale qui permet aux Français de pouvoir investir directement dans les entreprises et par exemple, de le déduire de leur impôt sur le revenu, comme ça peut exister dans certains pays européens ou en Israël? Non. Est-ce qu'ils sont favorables à la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur les dividendes, sur les résultats non distribués? Non, c'est ça. C'est pas la BPI, c'est pas des structures nouvelles. C'est une politique qui très clairement dirige la totalité de l'énergie du pays vers la création de richesses et la liberté. Et donner un coup de main pour relancer la machine économique, c'est non. Je vous dis, il n'y a plus de confiance dans le pays. Et si vous avez été à l'école comme moi, on a dû faire à peu près les mêmes écoles, vous savez qu'en économie, le cœur du sujet, c'est est-ce que les acteurs économiques reprennent confiance. Quand vous voyez aujourd'hui que le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi haut, qu'est-ce que ça veut dire quand j'entends les socialistes dire il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français? Aujourd'hui, les Français, ils épargnent tellement ils ont peur. Et donc, ne croyez pas que ça va se relancer comme ça, parce qu'en vérité, les Français, ils ont envie de tourner la page. On va se rendre en direct à Matignon. Sophie Lançon, finalement, ce gouvernement a été compliqué à composer. Oui, écoutez, ici à Matignon, nous aurons aperçu Manuel Valls sortant et entrant de sa voiture, mais il est resté absent pendant 5 heures. Il s'est rendu à l'Élysée pour négocier jusqu'au dernier moment les noms présents sur cette liste.
et cela s'explique notamment à cause de l'attitude des radicaux de gauche. Ce sont eux qui auront fait durer le suspense. Jean-Michel Bailey est la seule personnalité que nous avons vu venir 2 fois ici à Matignon, hier soir et ce matin. Jean-Michel Bailey qui a essayé d'imposer un coup de force, une tentative de coup de pression. Il voulait plus de ministres radicaux ou un ministère régalien s'il lui entrait au gouvernement. Il a fallu un communiqué du Parti socialiste pour le moins étrange parlant de respecter les engagements électoraux, notamment avec les radicaux, pour le rassurer, et surtout un engagement sur la réforme territoriale, le maintien des conseils généraux, notamment dans les départements ruraux, pour que Jean-Michel Bailey cède. Il a fallu donc plusieurs heures et Jean-Michel Bailey, président des radicaux de gauche, a ensuite, si vous me permettez l'expression, grillé la politesse au secrétaire général de l'Élysée, puisque lui-même a confirmé que les radicaux restaient bien au gouvernement. En l'état, Sylvia Pinel reste notamment ministre des Logements et 2 secrétaires d'État restent eux aussi au sein du gouvernement Valls 2 comme il l'était au gouvernement Valls 1. Il aura donc fallu plus de 5 heures de négociations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication avant l'annonce officielle. C'est peut-être un fait que l'on va commenter dans un instant. D'abord, coup de projecteur sur Bercy. Emmanuel Kessler, il y aura toujours 2 ministres. Oui, c'est la surprise, puisque jusqu'au dernier moment, on s'attendait à ce que Michel Sapin prenne la tête d'un Bercy complètement réunifié et qu'il ait à la fois le portefeuille des finances et de l'économie. Et finalement, Michel Sapin garde donc la haute main sur les finances et le budget, secondé par Christian Eckert comme secrétaire d'État au budget. C'est lui qui ira principalement négocier à Bruxelles notre loi de finances et essayer de la rendre européen compatible et surtout qui essaiera de négocier avec les Allemands un petit peu plus de souplesse dans le calendrier de la réduction des déficits. Mais par ailleurs, donc il doit cohabiter, mais ce sera beaucoup plus facile que précédemment, avec Emmanuel Macron. Alors, j'avais tout à l'heure un proche de Michel Sapin qui me disait Michel Sapin, c'est l'archétype de l'anti-frondeur, c'est-à-dire c'est l'homme qui est fidèle à la ligne de François Hollande, qui va décliner le pacte de responsabilité sans s'en écarter. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, Emmanuel Macron, c'est l'archétype ou c'est l'antithèse d'Arnaud Montebourg. C'est un banquier d'affaires. C'est pas un politique, il n'a jamais été élu. Il n'a pas la flamboyance, plutôt un homme discret, c'est pas un politique, mais c'est quelqu'un qui a joué un rôle autour de François Hollande depuis 2 ans et qui a été en permanence le contact de François Hollande avec le monde de l'entreprise. Il est connu de tous les grands patrons. C'est lui qui a monté les grands deals industriels, notamment Alstom, où d'ailleurs il s'est écarté de la position d'Arnaud Montebourg pour essayer de trouver un accord sur ce dossier et sur la reprise partielle d'Alstom. Donc Emmanuel Macron va devoir maintenant faire ses armes en politique. Mais ce qui est sûr, comme le disait ce matin Pierre Gattaz, c'est que ça va être plutôt bien accueilli du côté des patrons qui voient dans ce remaniement plus de cohérence et donc un gage de confiance retrouvé, en tout cas pour eux. Ça devra se confirmer lors de l'université d'été du MEDEF qui débute demain en région parisienne. Frédéric Delpech, on s'arrête juste sur Emmanuel Macron. Moi, j'avais toujours entendu François Hollande dire « Je ne prendrai jamais un ministre issu de la société civile ». Oui, alors c'est quand même un ministre de la société civile, mais enfin qui est passé par la lessiveuse de la politique, par les coulisses de la politique, il connaît le fonctionnement de l'État, il a travaillé à l'Élysée, il sait comment ça se passe. Enfin, mais il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu, mais enfin bon, ça. Il a fait une seule campagne électorale. Qu'il a émergé c'est un protégé de Jacques Attali. Il a d'ailleurs émergé dans le monde politique lorsqu'il a été le rapporteur de la commission Attali sur la libération de la croissance, et il a prôné un certain nombre de mesures qu'il va devoir mettre en œuvre dans la loi que devait au départ défendre Arnaud Montebourg pour déréglementer notamment un certain nombre de professions, comme les pharmaciens ou les notaires. Je vous donne juste une parenthèse, je vous donne juste la réaction à chaud du patron, du chef de file des communistes, monsieur Pierre Laurent. Il dit « La composition du nouveau gouvernement consacre, je le cite, une politique plus droitière que jamais ». Je ferme les guillemets. Frédéric Delpech. Oui, alors je serais quand même beaucoup moins enthousiaste sur la nomination d'Emmanuel Macron, parce que d'abord, c'est les économistes qui sont. Les économistes qui sont. Ça va rassurer les milieux économiques peut-être, mais c'est juste un constat, c'est qu'il incarne une ligne qui va rassurer les milieux économiques. Qui va rassurer, mais ça parlera pas à l'opinion publique. Qui n'a pas l'air de rassurer Hervé Morin, qui plaisante. Je puis me permettre simplement une petite observation. Je vais finir quand même juste un petit raisonnement global. Cette désignation, ce nouveau remaniement,
certes, on dit une clarification, mais enfin, la ligne politique, elle a quand même été définie il y a déjà plusieurs mois par François Hollande lors de l'annonce du pacte de responsabilité au début de l'année. C'est une fausse clarification, c'est simplement qu'il y a eu une crise gouvernementale qu'il fallait régler, et donc ça a été réglé. On l'habille en disant que c'est une clarification, mais enfin, ça n'est pas une clarification de la politique, parce que la politique reste la même. C'est plutôt, à mon avis, un constat de grave échec pour Manuel Valls ce soir, parce qu'on a eu toute une journée où on a eu des négociations, où d'abord il a été conduit par les centristes, ensuite les écologistes, la danse du vent devant les écologistes qui ont refusé, Robert Hue qui s'est payé le luxe d'un communiqué pour dire qu'il ne viendrait pas au gouvernement, Frédéric Huvillier qui annonce lui-même son départ. On va y venir. Voilà, oui, c'est un remaniement, mais enfin, sauf qu'il n'a réussi. Est-ce que je peux simplement... Alors, on va donner d'aucune personnalité. J'ai très bref. Hervé Morin, donc, et ensuite un constat d'échec pour Manuel Valls. Simplement, les fonctionnaires qui passent directement dans une fonction gouvernementale, c'est quasiment tout le temps un échec absolu. Là, vous faites référence à Emmanuel Macron. Oui, parce que la politique, c'est comme le reste, ça s'apprend. Il a connu la sphère privée. Il a connu la sphère privée. Il n'est pas que fonctionnaire. C'est un énarque. J'ai connu Pierre Arpaillange, premier président de la Cour de cassation devenant garde des Sceaux. C'était une catastrophe. J'ai connu des ministres de l'économie et des finances, je n'en citerai pas parce qu'ils sont qui étaient issus de l'entreprise. Parce que la politique, je suis désolé, du jour au lendemain, vous devenez pas, vous passez pas devant les télévisions. Du jour au lendemain, il faut communiquer. Le jour au lendemain, il faut aller à l'Assemblée nationale, répondre aux questions d'actualité du mardi, du mercredi, se retrouver dans les commissions. Christine Lagarde, ça n'était pas un bon choix alors. Christine, elle a été au gouvernement d'abord dans des petites fonctions gouvernementales, donc elle a eu le temps d'apprendre. C'est différent. Elle était secrétaire d'État au commerce extérieur. Sandrine Rousseau. Là, c'est quand même la preuve de ce qu'annonçait Hollande, c'est-à-dire une équipe claire sur le fonctionnement comme sur le comportement. Là, on n'attend évidemment pas de coup d'éclat de ce nouveau ministre. Moi, je voudrais juste aussi saluer quelque chose qui n'est pas tout à fait dit, mais il n'y a jamais eu de ministre à l'éducation nationale femme. Il y en a une là. Et dans notre pays, qu'on dise encore aujourd'hui qu'il y ait des fonctions qui n'aient jamais été occupées par des femmes, c'est inquiétant. Là, je salue au moins ça dans le Najat Vallaud-Belkacem, 36 ans, devient effectivement la numéro 4 du gouvernement en charge de l'éducation nationale. Et Bernard